programme du rapport des grandes organisations de politique économique fixées par la Commission européenne, la démolition de la sécurité sociale qui est programmée. Bien sûr. Comme les retraites par répartition. Tous ces grands éléments qui font que la France est la France et que la France n'est pas les États-Unis d'Amérique. Alors, question du public. Alors, il a demandé en premier, ensuite on passera aux autres. Moi je voulais simplement vous demander, je vous ai découvert il y a à peine 3 semaines, et j'ai vu comme aujourd'hui une vidéo de vous. Tout de suite j'ai compris que vous défendiez, bon, je suis au Parti communiste, mais je votais pour vous, c'est clair, que vous défendiez l'intérêt général. L'intérêt général, c'est-à-dire tout ce qu'a apporté le CNR au profit de la France travailleuse, productrice, etc. Alors la question que je vous pose, c'est comment ça se fait, et je revois aujourd'hui, une anecdote, j'avais un copain musulman, il me dit, quand Nasser parlait, il y avait des haut-parleurs, tout le monde s'arrêtait, parce que ça venait de l'intérieur. Et bon, Chavez, je suppose pareil. Donc comment ça se fait parce que vraiment vous connaissez les problèmes, vous répondez à tout, vous avez des arguments solides, sérieux, ce qu'on a chez, alors certainement pas Pierre Laurent où on s'endort et tous les autres, c'est n'importe quoi, qui répondent les mêmes conneries. J'ai écouté l'autre jour les 5 là, ils disent tous les mêmes choses sur des choses qui n'ont strictement rien à voir avec les Français. Alors comment ça se fait que, je dirais, ou bien vous n'avez pas démarré assez tôt, ou bien on vous a tout bloqué. Parce que je suppose que beaucoup de gens comme moi, si on vous entend, on va être convaincu. J'ai vu des affiches un peu partout. Mais dès qu'on vous entend, on comprend. On comprend qu'il y a quelque chose de sérieux. Pour des gens qui veulent le changement. Alors, répondre, on va prendre les autres questions après. On répond déjà à celle-là, rapidement. Bah, écoutez, c'est très aimable à vous. Vous savez ce que De Gaulle disait il disait ce que je reproche aux socialistes, c'est qu'ils ne sont pas socialistes. Alors moi, ce que je reproche au Parti communiste français d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas communiste. Excusez-moi, c'est pas fort. Bon, je pense que... Bon. Oui, mais c'est vrai. Mais moi, je le dis. Bon. À l'époque, maintenant le Parti communiste n'est plus communiste. Bon, c'est un autre problème. Je crois que vous avez raison, mais moi j'ai été objectivement totalement blacklisté. Vous ne m'avez jamais vu sur quelque émission politique que ce soit. Regardez, normalement les règles du CSA, vous avez normalement une proportion. Alors l'équité. Avant il y avait le principe d'égalité. Égalité, c'est un concept mathématique. 2 égale 2, 3 égale 3. Bon, ça c'est quelque chose qui est connu. Après, on a introduit dans la Constitution la participation équitable à la vie démocratique de la nation, les partis politiques. Bon, c'est dans l'article 4. L'équité, c'est un principe théologique qui introduit de la morale dans un principe mathématique. Normalement, ce que j'ai fait valoir, c'est que l'équité, quand on parle de commerce équitable, en général, ça revient à donner plus d'argent aux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire qu'ils n'en auraient normalement si on faisait jouer les grandes centrales d'achat, le rapport Nord-Sud. Bon. On devrait donner plus d'argent aux producteurs de quinoa en Bolivie, oui, celui qui sert M. Mélenchon. Bon. En réalité, c'est conçu par les médias du style on va lui donner moins d'argent. C'est-à-dire qu'ils conçoivent l'équité comme de la proportionnalité. Et moins de temps de parole. C'est-à-dire on va donner plus de temps de parole à ceux dont on connaît déjà tout et encore moins à ceux dont on ne connaît rien. C'est ça le principe de l'équité. Mais même ça, donc c'est pas un principe d'équité, c'est un principe de proportionnalité, en fait. Mais même ça n'est pas respecté. Moi, quand j'ai créé l'UPR, en 2012, on avait vaguement tenté, mais on avait 600 adhérents, donc on était un groupuscule, en fait. J'avais vaguement tenté d'être candidat. J'avais été reçu au CSA. Il y avait Laurent qui était là, je ne sais plus où il est parti. Laurent, on avait été reçus ensemble. On nous avait expliqué, oui, mais cher monsieur, vous comprenez, vous avez créé un parti politique, c'est très gentil, il y a 4 ans, mais vous ne vous êtes jamais présenté à aucune élection nationale, vous avez 0 électeur, donc revenez nous voir quand vous aurez des électeurs. Bon, très bien. Donc on a ramé, on s'est présenté aux européennes, on a eu 77 000 suffrages, aux régionales, on en a eu 190 000, je le disais tout à l'heure, avec près de 1% des suffrages. Mais moi, je vois M. Macron. M. Macron, il a 0 électeur prouvé. Et lui, il a eu, au cours de l'année 2016, 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines au cours du dernier trimestre, et des dizaines et des dizaines d'heures sur toutes les radios et les télévisions. C'est ça le problème. Et il y a des gens qui me disent « mais il faudrait passer dans les médias ». Mais
On ne fait... oui, ça revient à régler... En fait, les gens qui me disent « mais on ne vous voit pas dans les médias », c'est comme si quelqu'un avait dit, mais à De Gaulle en 40, « mais pourquoi vous ne passez pas sur Radio Paris, mon général ?» C'est ça la vérité. L'Internet de nos jours est l'équivalent de la BBC des années 40, c'est ça la vérité. Alors, une des raisons pour lesquelles, justement, il y a eu un blackout féroce, parce que ils ne pensaient pas que j'aurais les 500 parrainages. Oui. Ils étaient sûrs que je les aurais pas. Tous les journalistes étaient certains. Et d'ailleurs, comment peut-on avoir 500 parrainages? Vous avez vu que les chiffres sont sortis. Il y a pratiquement 70% des détenteurs de pouvoir de signature qui n'ont pas parrainé. 69,8, c'est du jamais vu. Ça monte à chaque fois. Là, en 2012, il y a eu 60%. Là, c'est 70%. Ils ont peur, les maires. Ils ont peur, parce qu'ils ont peur, on leur dit, on va vous... C'est invraisemblable. De Gaulle avait créé l'élection au suffrage universel, ils avaient dit à perfit, pour court-circuiter les partis politiques le moment venu. Les partis politiques ont réussi à rephagocyter le truc pour en fait empêcher des emmerdeurs, des empêcheurs de tourner en rond pour remettre la main sur l'élection présidentielle. Et donc ils étaient absolument convaincus que j'aurais pas mes parrainages. Et là, je les ai. Donc là, ils sont quand même obligés. Mais vous avez vu, il y a eu quand même des combats, et ça continue, des combats d'arrière-garde. Il y a des sondages qui sortent encore en ligne où mon nom n'apparaît pas. Oh, on l'a oublié. L'autre fois, c'était sur BFM, et il y avait tous les candidats, et puis qui envoyaient au programme, moi, c'était envoyé sur Cheminade. Il y a une volonté de m'assimiler, de ne pas faire passer pour un dingo. Vous avez vu que Yves Jadot... Voilà, sur le mode Marcel Barbu. Voilà. Qui, ceux les plus âgés s'en souviennent, qui avait pleuré à la télé en direct. Voilà. C'est ça, c'est vous. Un hurluberlu. C'est la barbuisation. Voilà. Vous me permettez de rajouter une petite prolongation à ce que vous venez de dire pour répondre à M. Bricmont, qui faisait allusion à... il n'a pas posé encore la question. Non, mais qui faisait allusion à l'anticommunisme de De Gaulle. C'est juste... D'accord, oui, pardon. Bon. Oui, bien sûr, De Gaulle anticommuniste, je veux dire, et moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai voté contre De Gaulle pendant tout le temps qu'il était là, donc ça, c'est une bonne guerre, on n'est pas dans le même plan. Mais enfin, je crois que le propos que nous tenons ce soir est un peu au-delà de ça. Si vous me permettez. Je veux dire qu'il y a le De Gaulle au départ, il était maurassien, il était là, il est de sa culture. Mais enfin, quand il écrit la Constitution, tout catholique, il est là, tous les dimanches, je crois bien, n'empêche qu'il dit la France est une république laïque, etc. Je me souviens très bien. C'était même mon éveil à la vie politique, j'étais au Togo en 58, j'étais gamin. Je me rappelle très bien, ça m'avait frappé que l'évêque de Paris avait dit on votera pour De Gaulle, malgré le fait qu'il ait dit que la France est une république laïque et indivisible. Vous voyez, il avait le sens de l'État au-dessus des convictions, premièrement. Et deuxièmement, je veux dire, je serai très rapide, son discours à Phnom Penh. Je veux dire, quand il dit aux Américains, à leur nez, à leur barbe, à quelques kilomètres de Saïgon, je suis né à Hanoï, je veux dire, ce qui est très corse d'ailleurs, qu'ils s'en aillent, je veux dire... On entendait les hurlements des gens, des communistes torturés, je veux dire, De Gaulle était de leur côté. Et Mauriac, je finirai là-dessus, je ne vais pas vous embêter, les généraux félons d'Alger, les salins, on dit le premier qu'on fusille arrivé à Paris, quand on va débarquer en parachute, c'est Mauriac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, catholique, gaulliste. Mauriac avait dit, j'aime d'autant plus l'Allemagne, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Voilà. Puisqu'on l'a sollicité, il va poser... sa question. Jean, à toi après. Ok, j'ai plusieurs questions en fait. Premièrement, vous dites que vous voulez éviter les sujets clivants. Mais moi je pense que vous prenez des positions un peu avancées, on va dire, sur des questions écologiques comme les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les OGM, etc. Vous avez beau jeu de taper sur la Commission de Bruxelles, mais je ne suis pas convaincu que d'un point de vue scientifique, ce serait une longue discussion, mais je pense que vous devriez être plus prudent, surtout si votre ligne est d'éviter les sujets clivants, parce que ça peut être clivant avec un certain nombre de scientifiques. La deuxième question, bon, vous n'allez peut-être pas l'aimer, mais j'espère en tout cas que vous avez pensé à comment continuer le combat après les législatives, si, comme je le pense, je le crains, mais je pense que c'est réaliste, vous n'êtes pas au deuxième tour et que vous n'avez pas de candidat au deuxième tour législatif, il faudra continuer le combat sans être trop désillusionné, parce que j'ai peur qu'un certain nombre de vos partisans s'imaginent déjà au deuxième tour, etc. Et la troisième question, c'est que vous avez dit que vous voulez augmenter le budget de la défense.
Alors, ça, je ne comprends pas très bien, parce que si vous ne voulez pas continuer les politiques impérialistes de la France, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'une défense. Si vous n'aviez pas de défense du tout, supprimer l'arme nucléaire, supprimer l'armée française, qui va attaquer la France? Qui? La Russie, sûrement pas. L'Allemagne, ils ne vont sûrement pas gérer la France, ils n'ont pas envie de la gérer une nouvelle fois. Et donc, la Belgique, je veux dire, il n'y a personne qui vous... Donc il faut se rendre compte qu'on vit dans un monde, en fait, où une grande partie des peurs sont complètement imaginaires. Je veux dire, les Russes ne menacent personne, ils ne menacent pas les Polonais, enfin, je veux dire... Alors je ne sais pas pourquoi on a besoin d'un budget de la défense encore. Bon, je sais que l'armée française va dire qu'elle est en mauvais état, mais tout est en mauvais état. Donc quand vous aurez des problèmes budgétaires, ce serait un problème. D'accord. Et alors une dernière question, si vous avez une petite heure, elle est sur la lèvre de tout le monde, c'est qu'est-ce que vous pensez des lèvres de tout le monde, mais personne ne nous a posé, c'est qu'est-ce que vous pensez de la phénoménologie de l'esprit de Hegel? Celle-là, ce sera pour la prochaine fois. Oui, c'est une blague parce que ici, c'est une librairie qui est connue pour être la librairie vraiment hégélienne de Paris et de France. Voilà. Et pour être anti-hegelien. Voilà. Donc, c'est un petit conscient. Aussi. Alors, 3 questions claires, enfin les deux premières. Mais c'est Hegel qui a dit, je crois, que la chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit. C'est ça. Alors, répondre aux 3 questions. Première question, oui, j'ai fait une charte fondatrice qui est un peu notre Bible et qui permet de régler bien des problèmes. J'en mesure actuellement certaines des limites. C'est qu'il est difficile, lorsqu'on est en campagne électorale, de dire « Ah ben ça c'est un sujet clivant, on reporte à plus tard ». Alors on peut le faire 1 fois, 2 fois, mais au bout du 10e, les gens disent « Vous n'êtes pas sérieux ». Voilà. C'est très très difficile. Ce matin, j'ai expérimenté ça avec un bloc de jeunes. Je leur ai dit, attendez, il y a l'élection présidentielle, il y a les élections législatives. C'est comme dans l'Ecclésiaste, chaque chose, il faut un temps pour tout, etc. Bon, bon, voilà. Il se trouve que sur les questions d'environnement, il y a une hyper-sensibilité en ce moment de l'électorat. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, Mélenchon surfe là-dessus. Et je vais vous avouer quelque chose qui restera entre nous, c'est qu'il faut quand même faire un petit peu de politique aussi. Voilà. Donc il y a sur certains sujets, voilà, je suis un petit peu obligé de dire, par exemple sur l'énergie nucléaire, il y aura un référendum, sur l'immigration, il y aura des débats, des référendums, sur la dette publique, il y aura des débats, des référendums. Je ne peux pas dire pour tout, il y aura des référendums sur tout. Voilà. Donc c'est vrai que sur quelques sujets, j'en conviens, il y a une petite entorse quand je dis les OGM, mais comme 85% des Français, à tort ou à raison, sont contre les OGM, j'en parle pas beaucoup. J'en parle pas beaucoup, mais je ne me vois pas très bien sur tous les sujets dire ça. La deuxième chose, c'est... Pardon, oui, volontiers. Du coup, la deuxième question, c'était... Comment continuer le combat? Ah oui. Alors ça, c'est une question un peu... Enfin, les 3 questions sont assez ciselées. C'est assez vicieuse. Je vois que Jean aime qu'on traite de vicieux. Non, c'est vrai que la deuxième question, c'est une question difficile. Parce que, effectivement, d'abord, je pense que je peux faire vraiment... Honnêtement, je pense que je vais faire un score qui va surprendre. De là à être élu, on verra. C'est pas... je pense que si je fais un score significatif, ça va se traduire effectivement aussi dans les législatives. Et pour nous, c'est évidemment un sujet important, puisque vous savez qu'à partir de ce moment-là, en fonction du résultat obtenu au législatif du nombre de voix, on aura un financement public dont on était privé jusqu'alors. Donc qui dit financement public dit il y a 1,40 € à peu près par voix obtenue. Voilà. Donc si je fais, je sais pas, si aux législatives on obtient 1 million de voix, ça fera 1,4 million € par an. Donc je les prends et je pars aux Bahamas. Et je vous dis... C'était ça la finalité, en fait. Pour être... Non, sans rire, oui, je suis d'accord. Mais vous savez, on l'a mesuré à chaque fois. Après les européennes, il y a eu... Après les régionales, il y a eu... Et effectivement, c'est la dépression post-partum. Voilà. Et il y aura certainement un petit moment de déception, un petit moment d'abandon. Mais tout ça, ça va dépendre aussi des résultats. Ça va dépendre des résultats, ça va dépendre de ce qui va se passer, parce que... Le 5e tour social. Voilà, il peut y avoir... Parce que, pour moi, l'horreur absolue, je pense que si Macron, comme tout est prévu pour que ce soit lui,
Si Macron est élu, c'est Une catastrophe. c'est un... Je le connais, il est du même corps administratif que moi. J'ai 20 ans d'expérience de Il n'est pas plus que... inspecteur général. Non, il est inspecteur. Justement, l'autre jour, j'ai dit, mais c'est un bébé, j'ai dit ça à la radio, il est un inspecteur. Enfin, c'est une nullité. Enfin, je veux dire, ce type, c'est une marionnette, c'est un fantoche. Comment on... Il y a un consensus là-dessus. J'ai cru qu'il y avait un ou deux macronistes là. Bon. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, je ne sais pas ce que va devenir la France. que Macron et Hegel. Je ne sais pas ce que va devenir la France dans ce cas-là, parce qu'il va. Il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la carrure, il n'a pas tout et n'importe. C'est zéro. Et donc voilà, c'est un freluquet, c'est un danseur mondain. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et là, je pense que ça peut partir dans le décor. Vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura quand même pas une débandade généralisée. Surtout, et plus on aura fait un score important, plus évidemment on pèsera dans le système. Parce que, quand même, il va y avoir, je pense, une surprise. Et actuellement, pour répondre un peu à votre question de tout à l'heure, monsieur, c'est que les maigres passages médias que j'ai font qu'actuellement, on a un nombre d'adhésions. C'est phénoménal. La courbe, elle est verticale maintenant, c'est une exponentielle. Voilà. Mais tout le monde, tout le monde dit, enfin, et on a plein d'abstentionnistes qui disent, écoutez, voilà, j'avais 10 ans que je votais plus. Donc c'est vrai, Jean a raison, il y a un risque, mais j'espère que... Et puis comme je pense que de toute façon, j'ai la faiblesse de penser que j'ai les bonnes analyses, et que les événements, de toute façon, ne vont pas être changés par l'élection présidentielle, et ben il va se passer ensuite, voilà, la suite des événements. Il y aura un jour d'après, voilà. Les gens ont commencé à penser. Voilà. Une fois qu'ils ont commencé à penser, Il y a ils quelque vont chose, pas rentrer chez eux. absolument. Il y a quelque chose qui est très important avec nous, c'est qu'on a très peu de gens qui s'en vont de l'UPR. Il y a une espèce d'effet cliquet. C'est que les gens découvrent, il y a des gens qui ont été scandalisés. On a des gens de l'UDI, du MoDem, des gens qui étaient des européistes. Ils ont vu ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» Et donc, il y a des gens, pendant des mois, ils ont regardé, etc. Et puis finalement, c'est comme la conversion de Saint-Paul. Ils se sont dit, les écailles leur sont tombés. Rapide, quand même. Oui, Je vais mais vous quand dire même. une vacherie, vous êtes comme l'Europe, quoi. On peut y entrer, on ne peut pas en sortir. Attention. L'article 50. Bon. Donc, non, il y a cet effet cliquet. Et donc, et ça, c'est terrible. Ce qui fait la force de notre mouvement. Vous savez, il y a partout des affiches. Tout le nombre de... Même CNN nous a dit comment vous faites des affiches, les journalistes, des affiches, Donc on a dit, mais c'est des militants. Ils ont dit des militants. J'ai dit oui, nous on a recréé, c'est la politique à l'ancienne. Si vous voulez, c'est comme le point d'Alençon, on a recréé la politique à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a... Voilà. Oui, Et ce sont des gens qui vont coller des affiches. À la manière du PC de jadis. Et voilà, avec l'école du parti, c'est-à-dire les conférences. Alors il y a eu 20 minutes, il y a eu le JDD, ils ont dit on veut voir des adhérents, des colleurs d'affiches. Alors on les a mis, on a une équipe de colleurs d'affiches dans le 92 qui est pilotée par Mimoun, qui est un type fantastique. Puis on dit, j'ai appelé Mimoun, j'ai dit vous allez les... Moi j'y suis pas allé, ils sont allés. Puis ils ont interrogé les colleurs d'affiches. Alors il y avait Mimoun, il y avait Patrice, il y avait machin, il y avait trucs. Et puis ils pensaient qu'ils allaient avoir affaire à des gogoles, quoi, ou des bolosses, comme dit mon fils, mais pas du tout. On a des militants qui sont comme les communistes de la grande époque, qui leur parlent des articles des traités. Les journalistes, ils font des yeux comme ça. Hein. Parce que ce que l'on fait, et qui est très très efficace, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait j'avais créé 20 000 asselineaux autour de moi. Mais c'est vrai, c'est qu'on a des gens qui sont des chieurs, qui vont voir. Regardez, ça a été sur Internet, il y a un de nos adhérents du Nord, Pas-de-Calais, et il y avait M. Montebourg. Et lorsqu'il avait fait campagne là, pour la Libre, il arrive à Lille, et puis d'un seul coup, il fait, comment on appelle ça, un stand-up, c'est ça? C'est-à-dire, il prend la parole comme ça dans les rues de Lille. Donc il y avait 50 personnes qui s'attroupaient autour de lui. Et puis il y avait donc l'un de nos militants qui a dit, mais enfin, monsieur Montebourg, vous savez très bien que vous ne pourrez pas lutter contre les délocalisations. C'est l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. D'ailleurs, quand vous avez été ministre, vous n'avez pas pu le faire. Et puis, s'agissant de la politique économique et sociale, c'est l'article 121 du traité. Vous voyez Montebourg
Parce qu'on a donné, et ça c'est un truc qui est extrêmement efficace, c'est que on a... C'est d'ailleurs une source, à mon avis, de réflexion en termes de situation pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que on a beaucoup de jeunes qui, pour la première fois, sont dans des familles où, pour la première fois, ils ont le bac, même si c'est un bac qui n'est plus le bac des années 50, c'est quand même le bac, qui ont fait ensuite des études, ils sont allés en fac, ils ont une licence, mais ils ont quand même fait des études supérieures. On leur a fait croire dans les familles qu'ils allaient avoir un truc. Et au bout du compte, ils n'ont rien, ou alors ils ont 8 heures au McDo 4 fois par jour, 4 fois par semaine. Bon. Donc on a des centaines de milliers de jeunes qui sont pas bêtes, qui sont frustrés, qui sont au chômage ou des petits boulots, et qui sont sur Internet. Et qui, comme ils sont pas cons, ils lisent les trucs et ils disent voilà, ça c'est ça la vérité. Et donc après ils vont voir et on est en train de devenir une armée en fait de gens. On va vous répondre, attention, populisme. Non, on dit plutôt une secte. On dit plutôt que je suis une secte. Voilà, une secte. Ah, et le budget J'y viens. C'était la troisième question. Le budget de la défense, alors effectivement, oui, j'ai annoncé une augmentation parce que je suis quelqu'un de réaliste. J'applique l'adage romain si vis pacem parabellum. Mais non, je ne suis pas d'accord. La France n'est pas la Suisse. La France est quand même un grand pays. La France, elle a une diplomatie mondiale. Elle doit défendre sa zone économique exclusive, qui est la deuxième du monde. Elle doit avoir quand même une armée. Enfin, moi, je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait aucun parti politique en France, ni aucun dirigeant qui préconise la suppression de l'armée et la suppression de la défense. Il propose la suppression du ministère de la Défense ? De l'armée. Vous ne seriez attaqué par ça. Qui va vous attaquer? Mais qui vous l'indique ? Qui vous l'assure ? Qui vous en assure ? Qui vous en assure ? Et surtout, comment garantir l'indépendance, puisque c'est quand même... Parce que vous prenez un pari, voilà, mais qui vous Les l'assure ? Suisses sont une armée, ils sont même tous militaires. Comment ? D'abord, elle a un rôle. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que objectivement, l'armée française aujourd'hui, moi j'ai préconisé de revenir à la fin du quinquennat au niveau du budget de la défense en 81. On était à 3% du PIB, on est tombé à 1,6, la moitié. Bon. Quand vous allez à Brest, on vous explique. Moi, je suis allé à Toulon. Une fois, j'ai vu à Toulon, c'était dans le cadre d'une mission d'inspection générale des finances, ça n'avait rien à voir. J'ai été reçu par le préfet maritime de Toulon, qui, avec beaucoup d'amertume, a ouvert la double fenêtre qui donne sur son balcon, qui donnait sur le port de Toulon. Il dit voilà, avant, il y avait, je sais pas, 25 bâtiments, etc. Maintenant, il dit c'est un port de plaisance. C'est vrai. Il paraît qu'actuellement, dans la marine nationale, il y a 12 navires qui peuvent naviguer. Je ne sais pas si vous voyez. On est arrivé à un niveau... les armées sont subclaquantes. Donc moi, je veux bien, mais au même moment, quand vous voyez que M. Trump relance l'armée américaine, que les Russes... Vladimir Poutine a dit qu'à la fin de la décennie, 70% de tous les matériels seront entièrement neufs. Et puis ils ont 10 ou 15 ans d'avance sur les missiles SS-300, SS-500, etc. Quand vous voyez que la Chine, elle avait... Le budget militaire de la Chine en l'an 2000, c'était 1% du budget militaire américain. C'est maintenant 20% du budget militaire américain. Et puis les budgets américains ne se comparent pas de la même façon au budget russe et chinois. Parce qu'en Russie et en Chine... J'allais dire, c'est de l'argent bien dépensé. Alors qu'aux États-Unis, il y a des milliards qui partent en fumée pour des projets, pour le complexe militaro-industriel. Pour Blackwater. Bon, oui. Académie, vous voulez dire. Puisque c'est le nouveau nom, je crois, de Blackwater. Mais tous ces projets, donc, l'armée russe, en ce moment, il faut quand même être raisonnable. Vladimir Poutine ne pourrait pas avoir la diplomatie qu'il a s'il n'avait pas l'armée qu'il a. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, d'abord monsieur, et ensuite Jean. Non, tu m'as dit que je n'ai pas... Monsieur. C'est vrai, madame, elle a l'air de protester. Pardon. Ça fait rien. Bon, alors j'ai de même plusieurs questions. Donc une question, c'est peut-être une tactique ou une stratégie, mais je suis curieux
pourquoi vous ne mentionnez pas plus fréquemment que vous ne le faites déjà le résultat du référendum pour dire d'accord, c'est une élection présidentielle, la référence c'est la Constitution, etc. Mais si vous voulez restaurer ce pourquoi vous avez voté dans le référendum, bah, votez pour moi et j'appliquerai le résultat du référendum au lieu de... Le référendum de 2005, vous... Oui, Ah, oui, d'accord. pardon. J'aurais dû... Alors, je continue. Alors, la... excusez-moi. Bon, donc, je reviendrai là-dessus, j'arrive pas à lire mon écriture. Donnez-moi, je vais vous lire. Bon, c'est très gênant parce que... C'est bon. qui- c'est Ah oui, sur les non, films. j'ai retrouvé. Bon, c'est... Que ce soit au Royaume-Uni ou même... je suis pas moins au courant pour la Grèce, pour l'Italie, pour... enfin, disons plutôt pour la Grèce et la Finlande, puisque c'est les seuls pays où il y a des partis qui ressemblent aux vôtres. Tout le temps, on soulève des arguments économiques. Alors, je comprends leur importance pour les gens, pour la population, pour les 8,8 millions de Français pauvres, etc. Mais il y a un principe fondamental, c'est que personne, a priori, veut vivre à genoux. Russell a dit, bon, il y a un certain moment où on choisit entre avoir mangé et la démocratie, je suis d'accord. Mais si les Vietnamiens du Nord peuvent se battre, pourquoi on ne pourrait pas se battre en France? Donc, la question, c'est pourquoi mobiliser la question économique quand il y a un principe qui vient avant, qui est la liberté? C'est est-ce qu'on veut vivre à genoux, au service des autres, ou pas? Et s'il y a un sujet non clivant, je n'en vois vraiment pas d'autres qui aillent plus loin, parce que je sache, personne ne veut vivre esclave, sauf Macron. Donc 3, la question de l'universalité. Vous parlez beaucoup de la France, et je comprends que c'est une contre-réaction contre la haine il n'y a pas de culture française et des conneries pareilles, exclusivement français. Mais, et vous parlez des États-Unis, mais je ne pense pas qu'il y a personne de sérieux aux États-Unis qui souhaite qu'il y ait des Américains très riches ou très pauvres. De même au Royaume-Uni, j'ai un passeport britannique ainsi que français. Et donc vous parlez de l'universalité de certaines valeurs françaises, mais cette universalité porte pour le monde entier, et je ne pense pas que l'inégalité soit agréable aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou au Gabon ou j'allais dire en Islande, mais ça ne s'applique pas. Donc, disons en Papouasie. Donc pourquoi mettre en avant des propriétés d'un seul pays alors que c'est des propriétés universelles qu'on devrait réinstaurer? 4, et j'ai bientôt fini. C'est la dernière, la quatrième. Il n'y en a pas, parce qu'on n'aura jamais le temps. C'est égal. Et si c'est égal, bon, on y va. 4, c'est alors, d'une certaine façon, c'est pas à vous de répondre à cette question, mais c'est une question, c'est une question que je me pose néanmoins tout le temps, et on voit les deux personnes à côté de vous, on voit sa librairie, etc. Mais qu'y a-t-il de tellement difficile à comprendre pour des gens de la gauche à l'aussi extrême gauche qui puisse exister, c'est-à-dire celle qui veut le dépérissement de l'État et du capitalisme, contrairement à vous? Qu'y a-t-il de si difficile à comprendre au fait que, par simple logique, il y a des étapes pour arriver au but escompté? Donc la réponse est dans la question. non. Donc pourquoi il n'y a pas de mouvement généralisé de tous les gens sérieux de gauche vers ce que vous proposez? Ce qui rappelle une dernière chose, c'est que vous parlez beaucoup de la France, vous parlez de l'Europe, mais pour moi, cette question de l'Union européenne, de la sortie de la France de l'Union européenne, elle a aussi, on parlait de l'intérêt général, un intérêt général pour le monde entier. C'est-à-dire que par le modèle américain, on détruit le modèle social-démocrate européen, on désindustrialise, etc. Le modèle de démocratie représentative, quoi que j'en pense. Et
l'Europe, par rapport à la Russie, la Chine, etc., si elle est complètement esclave des États-Unis, en fait, ça nuit au monde entier. Pas seulement à la France, pas seulement à l'Europe, pas seulement au continent européen. Voilà. Ok. Des réponses. Je ne me rappelle plus toutes les questions. Oui. Alors, je crois la première question, c'était sur le référendum de 2005. Effectivement, bon, sur la profession de foi qui est partie pour 46 millions d'électeurs, j'en fais mention, mais ce qu'il faut avouer, c'est que ce référendum, les 55% de gens qui ont voté non en 2005 savaient ce qu'ils rejetaient, mais n'étaient pas forcément d'accord sur ce qu'ils voulaient. Bon, c'était un phénomène de rejet, mais ça serait tordre les résultats, moi je n'aime pas ça, que de penser que les 55% de Français qui ont voté non à l'époque étaient 55% de gens qui voulaient sortir de l'Union européenne. C'est pas vrai. À l'époque, moi j'ai créé mon mouvement politique en 2007. Je peux vous dire qu'en 2007, dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est personne. Enfin, je veux dire, les gens, voilà. J'avais des amis qui avaient adhéré, mais c'était voilà. Donc c'était le message. Maintenant, nous, une des raisons pour lesquelles on se développe à toute allure, c'est que les événements m'ont donné raison, et puis bien entendu le vote au Royaume-Uni, parce que les Français, quand même, globalement, on peut voilà, les Britanniques, c'est un grand peuple, c'est un peuple qui a quand même globalement été à la tête des libertés publiques depuis la Magna Carta de 1215, qui tout au long de l'histoire, c'est quand même un peuple qui a été du bon côté, si j'ose dire, même si on s'est frité avec les Britanniques. Donc le fait que je pense que l'impact que les Britanniques aient voté pour le Brexit a levé pour nous un obstacle majeur. Moi, compte depuis. Y compris moi. Voilà. C'est vraiment un obstacle. Moi, je sais que jusqu'à il y a encore un an, j'avais beau dire il y a un article 50, les gens disaient oui, mais non, mais oui, mais non. Voilà, non, mais ça se fera jamais, etc. C'est pas possible. Voilà. Là, maintenant, plus personne en France ne me dit c'est pas possible. Donc c'est un obstacle énorme qui a été soulevé. Et un deuxième obstacle, c'était mais si on faisait ça, ça serait l'apocalypse. Et puis je dis mais regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est pas l'apocalypse. Bon. Donc c'est un deuxième obstacle énorme qui a été levé. Le troisième obstacle, c'était de toute façon les Américains ne nous laisseront jamais faire. Puis maintenant il y a Trump qui dit qu'il est pour le Brexit, Trump qui est pour le Brexit et qui dit que l'OTAN est une structure obsolète. Bon, je sais pas exactement, il est peut-être un petit peu fantasque le personnage. Mais enfin, c'est vrai que là, les cartes sont brouillées, quoi. Donc c'est un troisième obstacle majeur qui a été soulevé. C'est pour ça que je n'évoque pas trop, mais un petit peu quand même. Et c'est vrai que notamment, puisque je vois que maintenant, Mme Le Pen, qui court après tous les trucs, maintenant elle dit qu'elle veut faire un référendum, moi j'en profitais pour rappeler que les référendums ne sont pas, il y en a déjà eu, n'ont pas été suivis. La deuxième question, c'était vous me parliez sur... que la liberté vient avant l'économie. Voilà, alors, je suis d'accord avec vous, mais là, vous me demandez une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Vous savez, c'est quelque chose qui parfois est terrible, c'est que on a l'impression que le peuple français, par moment, a été lobotomisé, avachi. C'est ce que De Gaulle appelait l'esprit d'abandon ou l'esprit de... Voilà. Moi, j'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai travaillé auprès de ministres, j'ai vu des gens, auprès de Mitterrand. Enfin, j'ai pas travaillé auprès de Mitterrand, j'ai quand même été auprès de lui plusieurs fois, auprès de Chirac, auprès des ministres. On a une classe politique qui mentalement a baissé les bras. Vraiment. Qui mentalement... voilà. Enfin, c'est pas une classe politique, mais... Enfin, je sais pas, un monde politique, ce que vous voulez, j'en sais rien, mais des gens qui ont perdu de vue l'idée même que l'on puisse se rebeller contre le cours des choses. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup de Français qui sont avachis derrière leur télé, derrière leur ordinateur, derrière leurs jeux vidéo, qui ont des petites passions médiocres. Voilà, où est-ce que je vais passer le prochain week-end? Ou bien ils sont sur un site de rencontre. Ah, c'est ça la vérité. Donc on est... parfois, ça peut être un peu déprimant de se dire, il y a peut-être... des fins aux civilisations, et un abandon, un avachissement général. Alors ça, parfois, ça c'est ce que je pense quand ça m'arrive d'avoir eu des hauts et des bas aussi, parce que vous savez, depuis 10 ans, il faut quand même avoir un sacré caractère, je peux vous dire, pour faire ce que j'ai fait, dans les conditions dans lesquelles j'ai fait. Je suis parti de zéro. Et par d'autres moments, on se dit quand même,
quand même, quand on voit des gens qui adhèrent de partout, quand on voit que des gens, des jeunes, on a beaucoup de jeunes, hein, dans notre mouvement, c'est un mouvement très jeune, ne serait-ce que par le développement par Internet, et puis par capillarité. Maintenant, il y a des jeunes qui parlent à leurs parents ou à leurs grands-parents, donc on voit progressivement l'âge moyen qui augmente, parce que de plus en plus, il y a des effets de halo, les gens parlent, le bouche à oreille. Donc moi j'oscille toujours entre, par moments un peu déprimé en disant j'y arriverai jamais, et puis d'autres moments c'est bon, ça va marcher. Voilà. J'ai pas d'autre, c'est pas génial ce que je dis, mais c'est la vérité. Et ce que je sais en tout cas, c'est que dans notre histoire c'est pas nouveau. On est passé par des hauts et des bas, et que c'est la même France de 1940 qui devient la France de 44, 45, et voilà. Donc il y a aussi des moments de redressement national. Et je crois qu'il faut aussi... Je crois aussi beaucoup, vous connaissez, c'était... alors je vais citer un anti-soviétique, Michel Heller, vous connaissez, donc, qui avait écrit cet ouvrage qui a été traduit en français, La machine et les rouages, qui est un livre extraordinaire, je trouve, et il expliquait, Michel Heller, que l'histoire la plus anti-soviétique qui ait jamais été créée, c'était le conte d'Andersen, Le roi est nu. Vous savez, ce conte d'Andersen où il y a des escrocs qui arrivent à Copenhague et puis qui prétendent faire c'est des tisserands, ils font un tissu tellement léger, tellement extraordinaire qu'on ne le sent pas, et seuls les gens intelligents peuvent le voir. Les bêtes ne le voient pas. Vous connaissez cette histoire? Donc ils arrivent, ils font semblant, ce sont des escrocs. Alors ils font semblant de tisser un truc, la rumeur se répand, et puis le roi l'entend, et puis il dit mais c'est quoi ce truc-là? Alors le grand chambellan dit à l'un de ses adjoints, allez voir de quoi il s'agit. L'adjoint va voir, puis il voit rien. Et donc il revient auprès du grand chambellan, il dit si je dis que je ne vois rien, je vais dire il va me prendre pour un imbécile. Donc il dit écoutez, j'ai vu un truc, vraiment, effectivement c'est un tissu fantastique, avec des brocards, avec des lumières, etc., chatoyants. J'ai jamais vu un truc aussi beau. En plus, il y a une légèreté. Alors le chambellan se dit je vais y aller à mon tour, je vais aller voir ça. Donc le chambellan voit, il arrive, et puis il voit les types qui font semblant de tisser, et puis il n'y a toujours rien. Et le chambellan se dit mais attendez, il se dit intérieurement, c'est mon adjoint l'a vu, moi je ne peux pas ne pas l'avoir vu, puisque ça va dire que je suis un con par rapport à lui. Donc le chambellan lui-même dit c'est magnifique, et va faire rapport au roi. Et donc le roi lui-même décide d'aller voir le tissu. Donc il arrive là-dedans grand à roi, et puis c'est le jour de la fête du royaume où on lui a préparé ses vêtements avec ce tissu. Donc le roi arrive et il voit rien. Et tous les courtisans sont là à s'extasier devant ces vêtements extraordinaires. Et donc le roi se dit intérieurement je ne peux pas être le seul à me... Voilà, je suis... Donc il entre dans le fantasme. Et donc il fait semblant, alors on lui fait, vous êtes merveilleux, mais en fait il est en petite culotte, si j'ose dire, et il sort dans la rue comme ça, devant tous les gens, des habitants de Copenhague. Vous savez, c'est un conte d'Andersen, hein. Ça s'appelle Les habits neufs du vieux roi. Et donc il est comme ça dans la rue, en slip, et tout le monde est là, et puis il y a un petit garçon qui a 7 ans, qui est dans la foule, et lui d'un seul coup il dit « Ah, mais le roi est nu !» Et d'un seul coup, les gens qui sont autour de lui se disent « Mais c'est un petit garçon, je sais pas, il a 6 ans, il est innocent, donc il dit la vérité. » Et d'un seul coup, tout s'effondre, c'est-à-dire tout l'artifice de mensonge s'effondre parce que la vérité exerce ses ravages. C'est un petit peu ce que j'espère faire, hein, c'est-à-dire que la vérité exerce en ce moment ses ravages. Elle se suffit elle-même. Voilà. Et elle est autoporteuse et elle se développe à toute allure. Et c'est ça que j'ai vu hier à l'Association des maires de France. Je vous assure, à regarder la vidéo, il y avait François Barouin qui m'a accueilli au début. Comment avez-vous fait pour avoir 500 parrainages du site? Comment avez-vous fait, vous qui êtes une petite merde? Avec l'argent de Poutine, il faut répondre avec l'argent de Poutine. Oui, voilà. Et puis je peux vous assurer que quand il m'a raccompagné, c'est pas le même homme. Hein. Parce que Macron avait été hué le matin. Oui, oui. Et là, il y avait quand même des maires de ville, des PS, des Républicains. La question du maire de la Désirade ouais. vous a bien aidé. Oui. et puis lorsqu'il est... Il y a quand même eu la moitié des maires qui m'ont applaudi. C'est un discours qu'ils n'avaient jamais entendu. Un discours ravageur, en fait. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je compte pour essayer de... La troisième question, c'était sur l'universel, la troisième question. Alors...
il y a quelque chose. Oui. La question sur l'universel. La question sur l'universel. Moi, la question sur l'universel. J'ai fait un truc, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on a les dirigeants français de tous les partis politiques, sauf Madame Le Pen, parlent devant un drapeau bleu-blanc-rouge et un drapeau du Saint-Empire romain germanique, hein, de la Sainte Vierge, celui bleu aux étoiles d'or. C'était le drapeau des Ottoniens du Xe siècle. Madame Le Pen ne parle que devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Et là, lorsque j'ai fait ma conférence de presse et suivant, et les journalistes ont été bluffés, j'ai fait ma conférence avec le drapeau bleu-blanc-rouge, flanqué du drapeau de l'ONU et du drapeau de la francophonie. Et d'ailleurs, les journalistes ne savaient pas ce que c'était que le troisième drapeau. Bon. Et donc, et ça, ils en sont encore pas revenus. Et moi, j'insiste là-dessus, sur l'aspect universel, c'est que, alors, effectivement, je crois que la France défend des valeurs universelles. Je crois qu'elle s'oppose quand même. Il y a d'autres valeurs dans le monde, me semble-t-il. Mais c'est un. Mais qui veut être inégal? Écoutez, j'en sais rien. C'est un débat de spécialistes. Je crois qu'il y a des Américains dans la salle, donc chacun verra. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais je pense quand même, il me semble, mais je me hasarde peut-être que. On n'a quand même pas du tout la même histoire que les États-Unis d'Amérique pour parler d'eux, mais on n'a pas non plus la même histoire que les Japonais ou que les. Vous parliez de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, je connais, c'est une zone du monde que je connais bien, dans toute l'Océanie où il y a. C'est un petit peu comme l'Occident médiéval, vous savez, avec le chevalier, le prêtre et puis le laboureur. Vous avez des clans dans cette zone du monde, les clans propriétaires des terres, les clans guerriers, les clans garde-manger, comme on dit, et que souvent les conflits qu'il y a, qui sont des conflits tribaux, ne correspondent pas du tout à notre vision occidentale et du monde. Voilà. Mais je pense que, et j'insiste beaucoup là-dessus, et ça nous vaut énormément d'amitié, c'est que, et d'ailleurs j'insiste au passage, je signale, nous avons plus de 1200 adhérents qui sont des expatriés, sur 20 000. On a 6,4% d'expatriés. On a plus de 60 Français expatriés aux États-Unis, parfois depuis des années, qui ont adhéré, ce qui prouve qu'ils sont mariés avec une Américaine, un Américain, ils y ont fait leur vie, et pourtant, ils adhèrent à notre mouvement politique. Et on a aussi beaucoup de Français originaires de l'immigration, et ça surprend beaucoup. On a beaucoup de jeunes qui se retrouvent beaucoup dans ce discours d'une France semblable à ce qu'elle est dans ces grands moments de l'histoire. Voilà. La quatrième question, je n'y réponds pas parce que sinon il va y avoir des tollés dans la salle. Enfin, je voudrais que ça soit... Non. C'est bon. Alors, Jean et ensuite Madame. Un autre jour, alors. Non, arrête. C'est bon. Quoi? C'est bon. Je laisse parler les autres quand même. S'il vous plaît. Jean Lévy, vas-y. Je me présente, je suis du comité Valmy. Oui, je connais bien. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer agréablement d'ailleurs, il y a quelques années. La question c'est, je partage, et le comité Valmy partage pratiquement à 100% les mêmes objectifs que l'Union UPR développe. Et pourquoi nous ne pouvons pas agir ensemble? Parce que, non, mais nous vous avons écrit plusieurs fois, Claude Beaulieu personnellement, et nous regrettons, peu importe le passé, aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est possible? Nous n'avons pas, je le dis très, 20 000 adhérents, mais nous avons un site qui est lu par mois par 200 000 personnes. C'est un autre aspect, bien sûr, mais la seule question, c'est d'agir ensemble. Je ne vois pas ce qui peut nous démarquer. Alors, la question est claire, Ah ben, précise et courte. oui, je répondrai très... Non, je répondrai très simplement. Il n'y a aucun problème. On peut très bien travailler ensemble. Je sais qu'au moment des régionales, me semble-t-il, Claude Beaulieu, que je connais bien, avait appelé justement à voter pour nos listes. Et moi, je le vois régulièrement. Je crois que Geneviève Blache est au comité Valmy, me semble-t-il, comme à l'UPR. Il y a des gens qui sont multicartes. Rendez-vous. Ah bah oui, prenons rendez-vous. Voilà, tout à l'heure, ça. Donc, là, ça a été rapide, donc on passe la parole à Madame. Je vais être rapide Voilà, aussi. allez-y. Bon, si vous êtes un président au-dessus des partis, c'est-à-dire ce que vous proposez, c'est déjà du passé, nationaliser tout ce qui avait été nationalisé, garder l'unité de la France,
Mais en même temps, bon, il y a une explosion, les classes sociales n'existent pas. D'ailleurs, quand vous avez dit vos militants, qu'est-ce que c'est, vous avez donné des définitions religieuses. Il y a des juifs, il y a des protestants. Moi, ça m'a énormément choqué. Je voudrais savoir quelle est la composition sociale des gens qui sont dans votre parti. Et qu'est-ce que vous faites des classes sociales? Vous les avez implosées, elles n'existent plus, n'est-ce pas? Il y a quand même des chômeurs, il y a une classe ouvrière, il y a des zones où c'est la précarité absolue, hein, ok? Personne s'en occupe, hein? On veut quand même, on ne veut pas sortir vers la gauche, on veut que tout le monde soit, comme vous dites, modéré, consensuel, et ça m'emmerde royalement. Voilà. Donc, moi, je veux parler politique. Il y en a marre de rester dans le brouillard, on est au-dessus, on va nationaliser, ça ne me suffit pas. On voit que la France est dans une merde morale, économique, c'est de ça que je veux parler. En bref, Voilà. de la lutte des Parce classes. que les ouvriers sont représentés par personne, les chômeurs par personne. Et ça, il faut parler de ça. Voilà. Absolument. Alors là, on a différé la question, mais je pense que c'est une des questions essentielles que nous, communistes, nous posons. Quid de la lutte des classes, qui a été parfaitement résumée par madame. Alors, merci pour la véhémence du propos. J'ai parlé tout à l'heure des religions. Mais je ne crois pas m'être limité à ça. Alors, si je l'ai fait, j'avais aussi parlé de toutes les convictions, religieuses. Oui, des identités. Voilà, des identités. Voilà, qui sont à la mode. C'est vrai. Pour répondre à votre question, il y a à l'UPR, il y a à peu près toutes les professions. La seule absence remarquée, c'est les directeurs de grandes banques. Mais il n'y a pas beaucoup non plus d'énarques. Il n'y en a qu'un qui se soit manifesté que je connaisse. On a vraiment beaucoup toutes les catégories professionnelles. On a notamment des agriculteurs, on a beaucoup de chômeurs, on a des étudiants, on a une surreprésentation de gens travaillant dans le secteur des services, des informaticiens notamment, qui sont un peu par construction. Mais on a aussi des ouvriers, on a aussi des artisans, des boulangers, des pâtissiers, des charcutiers, des bouchers, des professeurs, des instituteurs. On a une surreprésentation de gens travaillant dans des compagnies aériennes, on a des hôtesses de l'air, des pilotes d'avion, on a une surreprésentation assez étrange de musiciens. C'est vrai, musiciens, professeurs de musique, ténors d'opéra, c'est vrai. Sans doute au détriment d'autres artistes. On a des retraités. On a des retraités. Alors, je vais vous faire un aveu, c'est que ça n'est pas un parti communiste. Ça, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de lecture. Il n'y a pas de lutte des classes. C'est pas quelque chose. Ça ne fait pas partie de la charte de l'UPR. Mais vous avez compris. Non, mais je le précise. Mais je précise d'ailleurs au passage que si vous relisez le programme du Conseil national de la résistance, il est question de l'union des patrons et des ouvriers dès la première page. Bien qu'il ait été largement écrit par Pierre Villon, le programme du CNR n'était pas un programme marxiste, léniniste, pas du tout. Il était question de l'union de tous les Français et de l'union des patrons et des ouvriers. C'est marqué noir sur blanc. Nous, on n'a pas mis ça. On n'a pas mis l'union des patrons et des ouvriers. Donc c'est vrai, objectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que ce serait mentir, et je n'aime pas mentir. Ça n'est pas un parti communiste bis, c'est vrai. Vous me dites que les ouvriers ne sont pas représentés. J'allais vous dire, il y a des partis quand même d'extrême gauche en France. Et il y a quand même le NPA, qui sont présentés comme tels en tout cas. Oui. Il y a quand même le nouveau parti anticapitaliste et il y a quand même Lutte ouvrière qui sont là. Bien. Moi, personnellement, mais je vais prêcher pour ma paroisse, j'ai le sentiment que nous sommes un mouvement beaucoup plus efficace et beaucoup plus potentiellement libérateur, y compris pour les ouvriers ou pour les damnés de ce monde, comme on pourrait dire, que ces mouvements comme... écoutez,
Madame Artaud est allée, si j'ai bien vu, dans l'association des maires de France. Elle a commencé à dire bon, alors de toute façon, je ne serai pas élu. Alors, quand vous commencez comme ça, bon. Poutou, il est allé, il avait rien. Si j'ai bien vu, il avait rien préparé. Bon, c'est pas bien. Je trouve que c'est une façon. C'est pas bien de faire ça. Je trouve que quand on a été parrainé par 500 élus de la République, moi j'ai toujours à cœur, c'est un peu par formation, par goût personnel, de connaître mes dossiers, savoir de quoi je parle, et d'être à la hauteur quand même parce que je sais que c'est pas moi moi je me présente, mais derrière moi il y a 20 000 adhérents, il y a énormément de gens qui attendent. Par exemple, j'ai pris un engagement, parce que moi je suis un homme de parole. Lorsque je suis allé voir des maires de petits villages, je lui ai dit, vous savez, je ne vous appellerai jamais un petit maire parce que moi, je ne suis pas un petit candidat. Et je sais que maire d'un petit village, c'est parfois une grande fonction. Et je leur ai dit, si vous me parrainez, je me ferai votre porte-parole. Et c'est ce que j'ai fait. Là, devant l'Association des maires de France, j'ai parlé comme aucun autre candidat n'avait parlé, en disant, devant les maires, j'ai dit, j'ai vu 100 000 maires, la révolte gronde, j'ai vu de nombreux maires qui m'ont dit, nous sommes en dictature. Et je peux vous dire qu'il y avait André Laniel, Barouin, etc., qui étaient... Et je veux dire, ça, les gens, ils ont regardé les choses comme ça, parce que c'est la vérité. Voilà. Donc c'est vrai, je ne parle pas de classe sociale, ni de lutte des classes. Ça, c'est exact. Mais pourquoi aussi je ne le fais pas? D'abord parce que je ne suis pas communiste. On peut pas non plus, je vais pas travestir. Non, mais c'est une réalité sociale. Mais oui, moi je dirais en tout cas que j'essaye de rassembler des gens qui ne sont pas d'accord sur des tas de choses. Et de la même façon que dans le CNR, il n'était pas question de classe sociale dans le programme du CNR, qu'il était question de l'union des patrons et des ouvriers. Moi, ce que je me dis, c'est que il faut tout faire pour essayer de rassembler les gens sur leur plus grand commun dénominateur. Si on commence à parler de lutte des classes, c'est vrai que je vous dis, il y a des tas de gens qui ne viendront pas. Voilà. Non, mais enfin, vous voyez bien l'état de la France. Ça me fait... Oui. Oui, mais quel est votre jugement politique dessus? Oui. Il y a Dominique voudrait ajouter une chose. Oui, pour creuser la question de madame, que je trouve incontournable, si vous me permettez, pour parler comme les journalistes, ce qui m'arrive pas souvent. Voilà. Non, je trouve votre question est excellente. C'est excellente. Je veux dire, elle a demandé quelle classe sociale il y a chez vous. Vous avez répondu par des professions. Ça ne répondait pas à la question de madame. On peut être étudiant pauvre, on peut être étudiant riche. On peut être boulanger pauvre, boulanger industriel, n'est-ce pas? Et avoir 34 filiales. Voilà. Donc, et vous dites, et c'est tout à fait légitime, que vous n'êtes pas pour la lutte des classes. Mais les communistes non plus. Les communistes sont pour l'abolition des classes sociales. Comment voulez-vous qu'il y ait lutte de classe là où il n'y en a pas? Je veux dire, c'est le patronat qui commence la lutte des classes. C'est l'employeur en extorquant la plus-value. Pardon de rappeler quelque chose de basique. Voilà. Donc il faudra bien... Voilà. Ça ne veut pas dire la lutte de tous contre tous. Au contraire, je suis sûr, de même que Marx, qui n'est pas issu du prolétariat le plus lumpen, comme on dit dans l'histoire, je veux dire, a compris qu'il y avait une solidarité de classe et que pour se libérer, même dans les classes supérieures, il fallait que ceux d'en bas soient libérés aussi. Vous avez parlé très justement tout à l'heure de l'avachissement de certains milieux politiques, de leur découragement que vous avez constaté, y compris dans les cabinets que vous avez fréquentés. Et je ne peux pas m'empêcher de citer la phrase du premier qui a posé la grande problématique sociale dans la théorie politique chez nous, c'est Rousseau. Quand il dit « les esclaves perdent tout dans leur fer jusqu'au désir d'en sortir ». Voilà. Mais ce n'est pas une raison, je veux dire, pour laisser les choses telles quelles. Je rappelle que l'agression de classe ne vient pas des communistes. Voilà. Je tenais à préciser ça au passage. Monsieur. Oui, c'est une question qui va un peu dans ce sens-là aussi. Je me disais, comment est-ce que vous allez gérer la croissance en tant que parti? Parce que vous avez fait un travail, bon, bravo l'artiste, vous avez porté ces choses qui ont été occultées depuis 2005. Bon, je suis vraiment très très admiratif que vous ayez tenu ce flambeau-là en ayant fait la campagne de 2005. Mais cet afflux de gens, à partir du moment où vous n'êtes pas élu président de la République, mais que vous aurez des élus, ça va devenir un parti. Pour le moment, je considère que c'est pas vraiment un parti parce que ça ne subit pas les contraintes de parti qui sont d'avoir des élus, d'avoir de l'argent, etc., avec tout ce que ça crée à l'intérieur. Et donc les risques d'éclatement, disons, d'un mouvement par la partisation et puis l'entrisme et puis les prises de pouvoir qu'il peut y avoir là-dedans. Et c'est là que la sociologie peut peut-être
aider aussi sur les contradictions internes que vous pouvez avoir. Je pense que vous ne donnerez pas, mais il faudrait voir la répartition par CSP et l'évolution de la répartition par CSP. Quel est le pourcentage de cadres, par exemple, voilà. Mais si j'étais vous, je ne les donnerais pas, parce que comme les autres, ils ne font que du marketing et ils donnent ça. Alors, La question. La question, est-ce que la croissance est pensée au-delà des élections et la transformation en vrai parti, quoi. Bon, alors, on va en prendre une autre, parce qu'elle est très claire et très simple, et puis ça va être parmi les dernières. Bon, ça va être une question, donc une remarque et une question. Je ne voulais pas intervenir, mais ce que j'ai entendu là m'oblige à intervenir, je suis désolé. La remarque, c'est quand il y a des luttes de libération nationale, il y a obligatoirement quelque chose qui regroupe des classes en vue d'un ennemi commun. Oui. Mao Tse-tung. Domenico Le Surdo, qui a écrit un très beau bouquin, intègre dans la lutte de classe la lutte de libération nationale. Si j'ai bien compris, et vous allez me dire, vous êtes un parti de lutte de libération nationale. Et quand notre ennemi, qu'on peut, en tant que marxiste, qualifier de bourgeoisie, d'oligarchie euro-atlantique, fait intimement parler de l'impérialisme au sens où on l'entend dans Lénine, c'est eux l'ennemi. On est donc un front uni de libération nationale. Et il me semble, et ça sera ma question, parce que je vais quand même poser une question, il me semble que vous dites, l'UPR est un parti de libération nationale, et quand nous aurons obtenu ce qu'on veut, c'est-à-dire la sortie de l'euro, de l'Union européenne par l'article 50, et donc de l'euro, et de l'OTAN par l'article 13, alors, et nous ferons notre programme de CNR adapté, etc., alors, nous nous dissoluerons et on reprendra le combat là où on l'a laissé. Il me semble, et vous allez me confirmer ou m'infirmer, que l'UPR est un parti juste de libération nationale. Et il ne prend pas en compte ce qui suit après. Et pour des marxistes, la lutte de classe qu'il y aura. Mais c'est quand même mieux si on est sorti de la gangue de l'impérialisme. Voilà. Alors les deux questions. Alors, pour répondre à la question de monsieur au début, qui est une bonne question, je reconnais, nous avons actuellement 6 élus, je crois, qui sont des maires qui nous ont rejoints. Donc, qui ont des maires qui étaient soit avec une étiquette, soit plutôt sans étiquette, des maires de petits villages. Vous avez raison que je pense effectivement qu'il y a toujours un risque, bien sûr, de fractionnisme, d'entrisme, de jeu de pouvoir. Et nous, ce qui nous permet actuellement d'avoir une certaine innocence programmatique et une certaine pureté, c'est justement qu'on n'a pas d'élus, qu'on n'a pas d'intérêt à... Une fois, j'ai vu Chevènement dans un cocktail, j'ose pas dire où, je crois que... On ne le dira pas. On le dira pas. Tu y étais aussi, Ah oui, à l'ambassade de Russie. Oui, je sais, oui. Et je lui dis, mais c'était quand même nul de soutenir Ségolène Royal. Et il me dit, oui, mais on fait de la politique. Je dis, en fait, oui, vous assuriez le gîte et le couvert de vos proches. Et il dit, oui, c'est ça. Bon, voilà, donc là, pour l'instant, nous, on n'a justement pas de gîte et de couvert à assurer. Donc vous avez raison. Il y a quand même un point qui est quand même vraiment important, c'est que je crois, enfin je ne sais pas, mais nous avons une charte fondatrice. Et on a un objectif qui a été, qui a été déposé à la préfecture de police de Paris au moment où j'ai créé, sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Et c'est marqué dans la charte fondatrice. Et donc tous les gens qui viennent à l'UPR le vont sur cet objectif. Ça n'a rien à voir avec les Républicains, le PCF, le PS. Et c'est quoi? Moi, je ne sais pas, à part l'étiquette, c'est un contenant, mais quel est le contenu qu'il y a dedans? Quand vous voyez que dans le même parti politique, vous avez des gens comme Hamon, comme Montebourg, comme Valls, etc., qui ne sont d'accord sur rien, en fait, comme Philoche, qui sont d'accord sur rien, nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'UPR, et c'est vraiment, et ça marche, les gens, ils sont en désaccord sur plein de choses. Ils appartiennent à des classes sociales, comme dirait madame, parfois totalement différentes, mais ils sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord sur des tas de trucs, mais ils savent aussi qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Et c'est dans ça que je pense que ça ressemble au combat de la résistance. Je disais, j'avais commencé mon propos tout à l'heure en citant Aragon,
celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Une fois, je me rappelle, j'avais fait une conférence comme ça dans un bistrot à Paris, une brasserie. Il y avait beaucoup de monde et au premier rang, il y avait 2 personnes qui étaient assises, que je trouve que c'était des adhérents que je connaissais. On ne pouvait pas trouver plus dissemblables dans tous les points de vue. Il y en avait quelqu'un qui était un homme qui avait déjà un certain âge, costume, cravate, voilà, une grande famille aristocratique française, etc., etc. Et puis à côté, il y avait un jeune de banlieue, rasta, d'origine capverdienne et autres. Bon. Jamais ils ne se seraient rencontrés. Mais ils étaient côte à côte et à partager et à rigoler à partir de la conférence que je faisais sur les mêmes objectifs. Et ça, je pense que c'est quand même une garantie et qui a été, c'est devenu presque une espèce de ritournelle. C'est la charte, toujours la charte. Les gens qui sont adhérents à l'UPR ici, il y en a quelques-uns, peuvent le... D'ailleurs, moi-même, on me rappelle de temps en temps à la charte, qui m'a été fait d'ailleurs par Jean tout à l'heure, parce que j'ai un petit peu mordu sur le bas-côté. Et effectivement, je ne suis que l'adhérent numéro 1, finalement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très efficace, à mon avis. Pour les catégories socio-professionnelles, les CSP, madame va être pas contente que je parle de CSP, c'est vous-même qu'en avez parlé, on n'a pas beaucoup, comme ça, à vue de nez, on a tout, mais on n'a quand même pas beaucoup c'est normal, de cadres très supérieurs, de directeurs, je le disais, sous forme de boutade. Mais on a sinon le peuple français. Voilà. On a un petit peu, je suis désolé de citer, je crois que c'est Malraux qui comparait le mouvement gaulliste au métro à 6h du soir, c'est un peu ça. On a vraiment toutes les professions, peut-être certainement moins de professions CSP++. On a moins de personnes âgées, sans doute, même si le nombre de retraités augmente. Mais ça, c'est aussi un peu dû au fait du développement d'Internet et autres. Mais par exemple, je me rappelle, après les régionales de 2012, il y avait eu des sondages post-électoraux qui avaient montré que là où on avait près de 1% au niveau national, la tranche d'âge la plus importante qu'on avait touchée, c'était les 25-35 ans. On avait fait 4% des voix. Alors que par exemple, l'électorat de Dupont-Aignan, qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, mais que parfois on essaie de même s'assimiler à lui, c'est les plus de 65 ans. C'est pas du tout la même sociologie, en fait. En fait, la sociologie électorale, je crois, de M. Dupont-Aignan, c'est plutôt celle de Fillon, quoi. Alors que nous, pas du tout. Et on a vraiment des gens vraiment qui viennent d'horizons incroyablement différents. Vraiment des gens on a des vrais communistes, hein, enfin, comme ici. On a des vrais communistes, des gens qui sont... Et puis on a aussi des libéraux, on a des centristes, on a vraiment de tout. La question de tout à l'heure, moi j'aime bien l'histoire de France. Et les moments d'union nationale ne durent pas. C'est extrêmement difficile d'avoir un moment d'unité nationale. Ça ne peut pas durer, c'est comme ça. Bon, enfin, moi, je ne me prends pas pour Dieu le Père. Je pense que ça ne pourra pas durer très longtemps. Donc, je suis modeste dans mon immodestie, c'est-à-dire que j'ai envie de changer l'histoire de mon pays. Mais, en fait, je pense beaucoup au CNR. Dans le CNR, c'était ça. Il y avait l'union des patrons et des ouvriers, j'y reviens. Et puis, le CNR s'est rapidement dissous une fois qu'il a terminé sa mission historique. Il y a des gens qui disent, oui, mais après, il faudra rester. Non, moi, les gens me connaissent pas bien. Moi, je suis un peu... j'ai vraiment une bonne connaissance, je pense, de l'histoire. Moi, j'aimerais rester comme celui... Après, ce que je voudrais, c'est rétablir... Confirmer le jugement de M. Potier. Oui. C'est un mouvement de libération nationale. Oui. Voilà. Mais qui ensuite, c'est un peu comme à la fin d'Astérix, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois que les Gaulois ont chassé les Romains... Le barde, on l'entoure à un truc et on le bâillonne et puis après les gens se retapent dessus, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'objectif, quoi. Voilà, c'est que je sois bâillonné autour d'un arbre et puis. Non, mais c'est-à-dire que ce que je voudrais quand même, c'est essayer de faire en sorte de modifier, de proposer les modifications de la Constitution pour quand même essayer d'empêcher ce qui s'est passé. C'est-à-dire, par exemple. Démocratiser le Conseil constitutionnel,
c'est que ce soit plus le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale qui les nomme, que ce soit des magistrats sans ayant... Parce qu'actuellement, c'est des responsables politiques. Ils ont un raisonnement d'hommes politiques. C'est les pires, en Bon, plus. voilà. Oui. Bon. En plus, c'est les pires, vraiment. Vous avez Michel Charasse au Conseil constitutionnel. Enfin, voilà. Oui, Oui, ça évidemment. Voilà. Oui. Donc ça va pas. Donc moi, je veux un truc à l'allemande. À l'allemande, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, ce sont des magistrats qui sont... normalement, il y a eu un scandale récemment, mais normalement, ce sont des magistrats qui sont connus pour n'avoir aucune position politique connue, qui sont élus par le Bundestag et qui sont élus sur une très longue durée pour une seule fois. Moi, je pense, et ils ont un raisonnement purement, enfin, ils essayent parce que c'est toujours difficile, mais quand même, voilà. Mais c'est quand même un raisonnement juridique, alors que nous, c'est un raisonnement d'opportunité politique. Européen inconditionnel, Absolument, absolument. Moi, je veux également démocratiser le CSA. Olivier Schramek, c'est l'ancien directeur du cabinet de Jospin. C'est lui qui a nommé Madame Delphine Ernotte, là où il est. On dirait que en Russie, il y aurait une institution qui serait chargée d'assurer la légalité d'accès aux médias, et que c'est un copain de Poutine qui est à la tête. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? Mais c'est ce qu'il y a en France. Voilà. Mais c'est ce qu'on entend alors qu'il n'y a pas ça. Alors que ça n'existe pas. Exactement. Enfin, c'est dément, quoi. Non, objectivement, le CSA, c'est indigne. Donc, démocratisation du CSA, démocratisation professionnalisation du Conseil constitutionnel, saisine du Conseil constitutionnel par une espèce de class action, c'est-à-dire avec une catégorie comme c'est le cas en Allemagne, que une catégorie de la population, je sais pas, puisse saisir, actuellement c'est pas le cas, puisse saisir le Conseil constitutionnel, référendum d'initiative populaire, où à partir du moment où on a 500 000 signatures validées en mairie, les gens puissent, et que la question est validée par le Conseil constitutionnel, on puisse poser des questions. Vote blanc reconnu de plein exercice avec pouvoir révocatoire, c'est-à-dire que si dans un scrutin, le vote blanc arrive en premier, le scrutin est annulé, il est reporté de 2 ou 3 mois, il y aura une durée qu'on fixera en fonction d'une loi organique. Et interdiction aux candidats du scrutin ayant été invalidés de se représenter. Mais ça, c'est ce qu'il y avait en Russie, mais le Conseil de l'Europe l'a interdit à la Russie. Donc il y a également interdiction de réforme, de modifier la Constitution autrement que par référendum. Réintroduction dans la Constitution de l'article 68 d'origine tel que voulu par De Gaulle et ratifié par 82% des Français. Je rappelle que dans l'article 68, il était question du crime de haute trahison du président de la République et du crime de complot contre la sûreté de l'État. Or, ces deux incriminations, toutes les deux, ont été retirées par des lois constitutionnelles, par l'article 89, dans le dos des Français, par une espèce de maquignon par le vote du Congrès à Versailles. Le complot contre la sûreté de l'État a été retiré par une loi constitutionnelle de juillet 1993, 9 mois après le référendum de Maastricht. Et le complot et le crime de haute trahison du président de la République a été retiré de la Constitution en mars 2007, quelques semaines avant l'élection de Sarkozy. C'est quand même dément, il faut quand même avoir une idée derrière la tête pour faire ce genre de choses. En sorte que la forfaiture est devenue légale. Oui, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est moins vendeur que le diesel ou le Burkini. Voilà. Hein, c'est peut-être pour ça la réponse. Pourquoi tant de haine? Voilà. Je me permets d'écourter parce que je sais que vous avez Voilà. rendez-vous urgent. Avec mon ami... Ah non. Non. Voilà. On essaye encore de vous faire verser dans le complotisme. Non, parce que là, je vais avoir 40 minutes, et maintenant on me dit 20 minutes avec cheminade. Non. Ah bon, oui. En direct, vous voyez. Donc, malgré tout, je vous invite à une conclusion rapide, mais en rapport avec votre agenda. Et puis après, on vous libère. Pour ceux qui voudront rester, on fait un petit pot, on pourra poursuivre la discussion après. Et je fais juste une observation très rapide pour dire que je suppose que vous l'avez lu. Mais si vous ne l'avez pas lu, il faut le faire lire à tout l'UPR. Non, je n'ai pas lu. Vous avez une vidéo que j'ai mise en ligne en rapport. Donc, un des livres essentiels dans la bibliographie absolument nécessaire aux gens qui ont été intéressés par ce qu'ils ont entendu ce soir, le livre d'Annie Lacroix, hein,
publiée il y a déjà pas mal de temps, elle est venue le présenter ici, vous pourrez vous renseigner, que nous avons, je n'oublie pas que je suis libraire, donc mais rassurez-vous, c'est un bref, aux origines du carcan européen, 1900-1960, donc vous voyez, ça remonte à loin, et vous allez voir que en historienne émérite, travaillant sur l'archive et de manière très sérieuse, Annie Lacroix-Ry peut clore le bec de Patrick Cohen, du Monde, des décodeurs et de toute la bande de nigauds qui essayent de nous faire passer pour des conspirationnismes hurluberlus. Voilà. Et je vous rends la parole pour la conclusion. Eh bien, écoutez, moi j'étais ravi de cet échange, mais un petit peu attristé par la nouvelle qu'on vient de me donner, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va annuler l'émission. Puisque j'avais droit à 40 minutes, et non, même pas, c'était 20 minutes. Et maintenant, il paraît qu'on veut me faire passer avec Cheminade. Bon, ça va bien, parce qu'il y a évidemment la volonté de me faire là aussi. Oui. Monsieur Cheminade, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Cheminade, mais il a d'abord été, il cherche des parrainages depuis 1981, ça fait donc 36 ans qu'il cherche des parrainages. Il a déjà été candidat 2 fois. Il est à la tête il ne s'est jamais présenté à une autre élection que l'élection présidentielle. Il n'a jamais obtenu les 190 000 électeurs. La deuxième fois, il a obtenu 80 000 électeurs. Et il n'y a aucune raison que je partage alors que les autres candidats ont droit à ça. Donc je n'accepte pas. C'est pas l'objet de la soirée de parler de Cheminade. Non, mais c'est pas l'objet de parler de Cheminade. Mais je veux dire, il est normal que Cheminade puisse s'exprimer, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'il y a quand même derrière toujours l'idée. Hein, c'est qu'on va me faire passer, voilà. On appelle l'amalgame. Voilà. Donc, on va sans doute annuler ma participation. Voilà. Alors, à part ce petit incident, merci de m'avoir écouté. Je ne pense pas vous avoir peut-être convaincu de tout. En tout cas, moi, je suis comme je suis. Je suis quelqu'un d'honnête. Il n'y a pas avec moi de coups fourrés, de trucs et de machin. Je ne suis pas communiste. Voilà. On l'avait compris. Je ne suis pas communiste. Je ne dis pas d'ailleurs au passage que la maturité venant, je trouve effectivement que dans les analyses marxistes, il y a quand même des choses intéressantes, ça c'est vrai. Ce que je n'aurais jamais dit quand j'avais 20 ans, je le reconnais. Mais je pense que je suis un homme de bonne volonté, voilà, et que je suis à la fois modeste et immodeste avec le parti politique que j'ai créé qui prétend changer le cours des événements, modeste en me disant qu'on ne va pas non plus, je vais pas révolutionner non plus l'univers. Ce que je voudrais surtout, c'est que les gens de bonne volonté se rassemblent à titre provisoire avec les objectifs que j'ai fixés. Et que les objectifs que j'ai fixés, c'est pas de la gnognotte. Je suis le seul candidat parmi les 11 qui se présentent devant les Français à prendre l'engagement solennel qu'une fois installé à l'Élysée, la première chose que je fais, c'est de proposer un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour annoncer que la France a décidé de sortir de l'Union européenne. Et je ne ferai pas de référendum. Les journalistes me disent « Est-ce que vous allez faire un référendum ?» Je dis « Pourquoi ? Je vais faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viendront de m'élire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc il n'y aura pas de référendum. Je suis le seul qui le propose. Monsieur Cheminade, par exemple, comme Monsieur Dupont-Aignan, comme Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, comme Madame Artaud, comme Monsieur Poutou, refusent d'évoquer même l'article 50, proposent tous une autre Europe, une renégociation des traités à la Saint-Glinglin. Le deuxième engagement solennel que je prends, c'est dès le deuxième jour, d'envoyer un courrier à la Maison-Blanche pour mettre en œuvre l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, qui était cher. Parce que j'ai découvert, figurez-vous, que pour sortir de l'OTAN, il y a un article, c'est l'article 13. Parce que moi, je suis très respectueux du droit. Hein, ça, je l'insiste toujours, parce que pour moi, le droit, c'est quand même ce qui sépare la barbarie de la civilisation. Et donc, dans l'article... Oui, voilà. Dans l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, il est prévu qu'un État peut sortir du traité de l'Atlantique Nord. Comment ? En écrivant au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Oui, c'est quand même... Moi, je croyais que c'était au secrétariat général de l'OTAN à Bruxelles. Il faut écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est l'article 13. Donc j'écris. C'est quand même révélateur. Bon. Donc le secrétariat général de l'OTAN à Bruxelles, j'ai des rapports avec eux.
Ah, bah vous auriez pu me pistonner alors. Ah non, mais ils ont protesté, mais je vous raconterai. Donc, j'ai le contact. Donc ça, c'est un engagement solennel. Mais je peux vous dire que soyons sérieux. Je suis quelqu'un de sérieux. Si la France fait ça, c'est un bouleversement géopolitique énorme. Énorme. Comme il y en a 2 ou 3 par siècle. Au XIXe siècle, il y a eu quoi? 1815 avec le Congrès de Vienne, et puis 1871 avec la proclamation du Reich bismarckien, enfin wilhelminien, à la Galerie des Glaces. Au XXe siècle, vous avez eu 1918, 1919, les traités de Versailles, de Sèvres, etc., du Trianon, qui fixent la nouvelle géographie de l'Europe après l'effondrement des empires centraux. Quand même. Je parle en termes géopolitiques, moi. En termes géopolitiques. Oui, mais moi je parle en... Oui, c'est vrai. Mais en termes de redéfinition, enfin disons, allez, je vous accorde, disons, de 17 à 19, c'est... Non, mais c'est quand même, moi on parle de géopolitique, c'est le démembrement des empires centraux. La deuxième grande date, c'est quand même 45, c'est l'application des accords de Yalta, voilà, Téhéran, Yalta, Potsdam. Et 89-91, c'est l'effondrement du camp soviétique. Et je pense qu'au XXIe siècle, il y aura 2 ou 3 dates de cette nature. Et la première de ces dates sera, à mon avis, la réplique, comme on dit en termes sismiques, de l'effondrement du camp socialiste de 89-91. Ça va être l'effondrement du camp atlantiste sur l'Europe. Enfin, c'est moi la version que j'ai des choses. Et je pense que c'est ça qu'il y a derrière. C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est pas de la gnognotte, ce que je propose. Donc j'ai parfaitement conscience de la gravité de la chose, des événements. C'est pas un propos de comptoir. C'est quelque chose qui nécessite d'avoir un soutien massif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas faire confiance aux autres responsables politiques qui vous disent on va renégocier. C'est ça parce que Mme Le Pen ou M. Mélenchon mentent. Parce que pour faire un acte comme celui-là, il faut avoir le soutien d'emblée massif et sans ambiguïté de la population. C'est pas, si vous faites élire, la meilleure façon de démasquer Mme Le Pen ou M. Mélenchon, c'est de demander à leurs électeurs, au fait, qu'est-ce que vous voulez avec l'OTAN et qu'est-ce que vous voulez avec l'Europe. Et vous verrez que vous aurez autant de réponses que de questions, que de gens que vous questionnerez. Il y en aura, vous verrez qu'il y en a qui vous diront, des gens qui votent Le Pen, qui vous diront, ah moi je préfère l'Europe avec les Américains qu'avec les bougnoules. Ils vous diront ça. Aucun ne propose de sortir de l'OTAN, à part moi. Il propose le commandement militaire intégré. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'OTAN. Elle propose le commandement militaire. Non. Le commandement. Non. Non. Relisez-le. Relisez. C'est Mélenchon qui propose de sortir de l'OTAN. Mais Mélenchon, il propose de sortir de l'OTAN, mais il ne veut pas sortir de l'Union européenne, dont l'article 42 nous place, le 42 du TUC, nous place sous... sortir de l'euro. Voilà. Parce que c'est là le taf-taf. Bon, on a dit la conclusion. Voilà. De toute façon, voilà. Donc, en conclusion, votez pour moi. Merci.